Alors, avant d'aborder le futur que nous avons commencé à esquisser dans ces attentes, nous allons regarder le passé des semaines sociales, passé riche, puisque depuis 1904, il s'est passé des choses. Donc, merci à Dominique Greiner qui va nous éclairer sur l'expérience sociale et spirituelle des semaines sociales au cœur du catholicisme social, et notamment le rôle du catholicisme social dans les moments de rupture et de crise sociale et ecclésiale. Voilà. Et Albert Demain, nous sommes dans l'institution Albert Demain, était aussi quelqu'un qui a vécu ces crises sociales. Donc, j'imagine qu'il fera partie du panel de Dominique. Je vais le laisser s'introduire lui-même parce que. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Donc, quelques mots de présentation. Dominique Greiner. Donc, moi, je suis religieux assomptionniste et actuellement en mission à la Croix, à la rédaction en chef. Et je suis également théologien moraliste et j'enseigne à la Catho de Paris et à la Catho de Lille. Et j'ai un blog sur la doctrine sociale, donc allez le voir, c'est bon pour mon trafic. La doctrine sociale sur le fil, où je mets tout ce que je produis et tout ce que je lis, mes notes de lecture, au lieu que ça traîne dans mes dossiers chez moi. Donc c'est au service de vous. Doctrine sociale sur le fil, chez Google, vous tombez sur le site de la Croix. Voilà, voilà, le titre qu'on m'a donné, tout ça en 20 minutes, vous imaginez bien que je ne vais pas répondre aux attentes. Simplement, c'est vrai je vous propose de revenir en arrière. Il est toujours bon, au moment où on se pose la question d'écrire l'avenir, de revenir vers le passé. Et donc, c'est dans cette perspective que je me suis plongé avec un intérêt dans cette histoire des semaines sociales. Et surtout, ça m'a donné l'occasion d'ouvrir des livres que j'ai accumulés sur l'histoire du christianisme social. Vous savez, les choses qu'on trouve chez les bouquinistes qui n'ont jamais été ouverts. Eh bien, ces derniers mois, j'en ai ouvert plusieurs avec mon coupe-papier. Je voudrais remercier aussi, Alice Paluot, qui m'a transmis un certain nombre de documents sur les fondateurs des semaines sociales. Et c'est ce dossier aussi que j'ai exploité et qui mériterait d'être davantage travaillé. Donc simplement quelques découvertes que je vais vous partager sur ce retour en arrière et puis essayer de vous dire quelques convictions qui sont nées au contact de cette histoire. Et si je vous livre un certain nombre d'éléments, c'est pour nous aider, pour nous provoquer à la pensée au moment où les semaines sociales essayent de se refonder. Donc je redirai surtout des éléments du contexte de naissance des semaines sociales. Vous savez, c'est un contexte compliqué. Et quand on regarde aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait une situation aussi dramatique que celle qui existait à la fin du 19e. Je dirais ensuite l'originalité de la démarche initiée par les semaines sociales et une démarche qui a essayé de se réfléchir dès le début. Et je poursuivrai avec quelques considérations sur l'intuition, sur l'enracinement spirituel des fondateurs. Et vous verrez que c'est très intéressant. Le tiers-ordre franciscain a une très grande importance dans l'histoire des semaines sociales. Et je terminerai avec quelques propositions pour la suite du travail. Alors, les semaines sociales, elles sont nées en 1904, juste quelques jours après la rupture des relations entre le Saint-Siège et la France. Nous sommes en pleine guerre. Les religions ont été expulsées en 1903. Nous sommes un an avant la séparation des églises et de l'État. C'est dans ce contexte-là que nous sommes plongés. Donc c'est un contexte compliqué. Et en fait, c'est l'aboutissement d'un 19e qui a été particulièrement violent pour l'Église. L'Église est sortie laminée de la Révolution française et elle a subi un certain nombre de coups. Voilà, il y a eu la Révolution de 48, il y a la perte des États pontificaux en 70, il y a la Commune en 71, c'est l'irruption d'un certain nombre de libertés nouvelles qui ébranlent aussi la conscience chrétienne, par exemple avec la liberté de la presse en 1881. Il y a l'appel au ralliement de la République, il y a l'affaire Dreyfus, il y a toute cette guerre sur les lois scolaires. Et donc c'est un moment d'ébranlement pour le catholicisme en France. Donc un ébranlement d'un catholicisme qui se pensait encore pouvoir diriger la société et qui voit finalement une société de plus en plus rationaliste, sécularisée. Et il faut que le christianisme, que le catholicisme apprennent à se situer avec cette nouvelle donne sociale et politique. Et puis, il y a aussi ce 19e siècle,
cette transformation économique et sociale. Le 19e est le moment de l'invention, de la découverte du social. On prend conscience de la dimension sociale des problèmes. Et le christianisme ne sera pas celui qui sera en tête dans la découverte de ce social. Le 19e est celui de l'émergence des idées socialistes. C'est le siècle de la naissance des sciences sociales. Donc une nouvelle manière de comprendre la société, de comprendre que les faits ont une dimension sociale. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a accolé au mot christianisme une dimension que nous avons découverte, qui a été découverte au 19e. Ce qui me fait poser la question, aujourd'hui, quel est le mot qu'il nous faudrait accoler à christianisme pour être dans l'air du temps? Quelles sont les transformations de ce monde aujourd'hui, voilà, qui devraient nous rendre attentifs? En tout cas, face à toutes ces transformations économiques, sociales, qui ébranlent complètement la conscience chrétienne, et une conscience chrétienne qui n'a pas les outils théologiques, intellectuels, pour répondre aux défis du temps. Face au problème de la révolution industrielle, nous n'avons pas de doctrine qui permette de voir clair, qui permette de répondre aux défis du temps. Alors le 19e va être quand même marqué par un certain nombre d'initiatives qui vont être davantage de l'ordre du caritatif dans un premier temps. Et on va voir aussi un 19e siècle, voir la multiplication, l'invention, la création d'œuvres, de congrégations qui vont essayer de répondre aux défis du temps, notamment avec la montée de la pauvreté. Et on va prendre conscience que cette réponse caritative n'est pas suffisante. Et progressivement, un certain nombre de gens, finalement, vont aussi, imprégnés par les sciences sociales qui sont en train de naître, aussi en réaction aux idéologies ou aux doctrines socialistes, vont prendre conscience de cette dimension sociale et que ça va traverser aussi un certain nombre de figures, voilà, Albert Demain, de la Tour du Pin ou Léon Harmel. Donc des figures qui vont prendre conscience, voilà, de chrétiens engagés dans la société, de chrétiens engagés dans les affaires politiques, de chrétiens engagés dans les affaires économiques, voilà, qui vont prendre conscience de l'importance de travailler non plus sur le champ de la charité, mais dans le champ de la justice. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est le déploiement, finalement, un 19e, donc un christianisme qui recherche un nouvel enracinement, qui essaye de répondre aux défis de l'heure. Et c'est un moment où on a besoin aussi de réfléchir ce que nous faisons. Et le 19e est un lieu, un temps où on voit la multiplication de nombreuses initiatives, voilà, de laïcs, pour se former, aussi de clercs, avec le congrès des œuvres à partir de 1870, les congrès diocésains eucharistiques, le premier à Lille en 1881, les dates, elles nous préparent quelque chose, la création d'organisations à vocation nationale, c'est l'œuvre des cercles catholiques ouvriers, l'association des jurisconsultes catholiques, l'association catholique de la jeunesse française, Léon Harmel en est le fondateur, et tous ces mouvements, et c'est des dizaines et des dizaines de mouvements qui se déploient avec des congrès ouvriers, des congrès de la démocratie chrétienne, le congrès du trésor de franciscains, tout ça tourné vers la réforme sociale. Pourquoi je dis tout ça? Parce que les semaines sociales naissent dans ce contexte-là. Naissent dans ce contexte de création. Et on s'aperçoit avec la perception que dans la multiplication des œuvres, dans la multiplication de ces lieux où on réfléchit à ce que nous faisons, il manque de cadres, il manque de responsables capables de prendre la parole, capables aussi d'animer les patronages, capables d'animer les cercles ouvriers, capables d'animer les cercles d'études. Nous manquons de cadres. Et les semaines sociales vont être inventées pour cela. Former des cadres au mouvement, former des cadres qui seront capables d'accompagner cette espèce d'effervescence que nous observons, voilà, dans l'Église catholique à la fin du 19e, au début du 20e. Donc, c'est une créativité qu'il faut servir avec un lieu de formation, donc avec un tissu militant qui s'organise, qui se structure, mais qui a aussi besoin de se donner les moyens de réfléchir à ce qu'il fait. Et donc c'est dans ce contexte-là que se fait sentir ce qu'on va appeler un enseignement supérieur du catholicisme social, capable de former des animateurs d'œuvres, des conseillers de cercle ecclésiastiques ou laïques. Donc voilà l'idée qui germe et qui va conduire à créer ce qu'on a appelé une université catholique itinérante,
Donc peut-être que les voyages apprenants ne sont que finalement la poursuite de ça. Une université catholique itinérante qui veut former des responsables de mouvements avec la volonté d'offrir une doctrine à l'engagement catholique social. Et avec sûrement une stratégie particulière, puisque dans cette fin de 19e, dans ce début de 20e, les catholiques sont exclus du débat politique, on va essayer d'investir le social, et c'est là où le tissu militant, finalement, va trouver sa place. Donc, voilà le contexte général, voilà le contexte... je regarde le temps qui passe. Voilà. Donc, un enracinement historique dans un environnement en pleine mutation, et donc des catholiques qui prennent conscience des changements et qui essayent de prendre leur part et de trouver leur place là où on ne les attend pas. On ne les attend pas et ils vont inventer. Alors bien sûr, j'ai oublié de citer Rerum Novarum, mais j'y reviendrai dans quelques instants, qui a été aussi un déclencheur, qui a aussi donné un nouveau coup de pouce à tout ce mouvement de création d'œuvres qui anticipe, qui préparait d'ailleurs l'encyclique et qui a aussi facilité sa réception. Deuxième point, c'est un peu la spécificité des semaines sociales. C'est un objet étrange. Ce n'est pas moi qui m'exprime dans ces termes-là, c'est à l'occasion du centenaire des semaines sociales, il y a eu un colloque à Lyon, et c'est Denis Pelletier, dans les actes de ce colloque, qui ne cache pas son étonnement. Il dit, tiens, il y a quelqu'un, quand on s'intéresse à l'histoire des semaines sociales, il y a deux choses qui sont étranges. La première, c'est la forme d'intervention dans le débat public et le privilégie, et vous allez voir tout à l'heure que nous sommes en pleine rupture de tradition, et le deuxième étonnement, c'est aussi la résistance au temps. Tous les autres congrès ont disparu. Tous les cercles ouvriers, tous les congrès, les congrès ouvriers, les congrès diocésains, tout ce qui a pu exister, tout ça, ça a disparu. Une des rares institutions qui a résisté au temps, ce sont les semaines sociales, même si dans l'histoire, il y a eu une rupture dans l'organisation de ces semaines. Eh bien, et regardons d'un peu plus près ce qui est étrange dans ces semaines sociales. Oui, les semaines sociales, elles étonnent, je suis aux origines, elles étonnent par leur forme et leur pédagogie. Ce sont des cours doctrinaux, et on ne discute pas, on refuse les applaudissements, on exige aux gens d'être là tout le temps. Je cite un historien en 1926 qui évoque, c'est sur l'œuvre sociale de Albert Demain, un livre de 1926, « Les semaines sociales tiennent à être ce qu'on a fort justement appelé une université sociale itinérante. Elles ne constituent pas un congrès, dans un monde où il y a beaucoup de congrès, où chacun peut émettre son opinion, ou la discuter avec d'autres personnes. Les assistants ne discutent pas, ils écoutent les leçons. » Et Fontenil, de citer un mot de Jean Dutoit, donc un des premiers présidents des semaines sociales, « Les semainiers ne sont pas des congressistes rassemblés pour délibérer, ce sont des esprits avides de s'instruire afin de mieux agir. » Et la devise des semaines sociales, vous la connaissez ? La science pour l'action. On se forme pour mieux agir. C'est vraiment, dans l'histoire, c'est de former des militants pour agir, de donner une meilleure consistance doctrinale. Et Denis Pelletier, donc historien lors du centenaire, disait, voilà, il y a un modèle pédagogique de présence dans la cité à travers cela, et une manière aussi d'investir le débat public d'une manière très, très privilégiée. Voilà. Un autre historien parle de véritable école de morale sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs ont eu conscience de l'originalité de ce qu'ils faisaient. Et les fondateurs, Marius Gonin, il a 30 ans quand ils fondent les semaines sociales. Ce sont des jeunes. Les jeunes qui étaient là hier, c'est ceux qui fondaient. Ce que j'ai dit d'ailleurs à un des intervenants. Il y a un siècle, vous auriez fondé les semaines sociales. Ah oui. Ils étaient là, les jeunes, avant. Il y a un siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs avaient bien conscience de l'originalité de ce qu'ils étaient en train de faire. Et un des premiers présidents des semaines sociales, Henri Lotin, invite Maurice Blondel en 1910. Intéressant, on fait appel, voilà, ce philosophe, et on demande à Maurice Blondel d'examiner cette initiative nouvelle des semaines sociales
et de se prononcer sur la méthode et l'orientation qui est prise. Donc c'est intéressant, hein. 6 ans après la création, on demande à un philosophe bien en vue, voilà, de dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Aidez-nous à voir clair. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? C'est intéressant parce que ça veut dire que les périodes de refondation, elles existent depuis le début. Depuis le début, on se pose la question de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est la bonne voie? Et donc, on pose la question à Maurice Blondel. Il y a Christophe Théobald qui a consacré un article où il reprend ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans le détail, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, avec Blondel, les semaines sociales découvrent voilà, cette fidélité qu'elles veulent au catholicisme dans ce qu'il enseigne au plan social. Et certains d'ailleurs le diront, les semaines sociales ne sont pas autre chose que le commentaire de Rerum Novarum. Au début du XXe siècle, les semaines sociales se définissent comme le commentaire de Rerum Novarum. Donc on travaille Rerum Novarum. On essaye d'en tirer des leçons pour la vie sociale. Donc il y a une fidélité sans faille à ce que le catholicisme enseigne sur le champ social. Et en même temps, on n'est pas simplement des répétiteurs, on n'est pas simplement des gens qui étudient, et c'est ce que met Blondel en évidence dans son intervention. En même temps, ces semaines sociales, elles se lancent dans un travail d'étude minutieux des conditions économiques, sociales et politiques, voilà, de l'homme de ce temps. Donc il y a ce double travail, une fidélité à ce qu'enseigne l'Église, et puis aussi l'intérêt à ce qui est en train de se passer, finalement, sur les difficultés que traverse notre temps. Et il me semble qu'il y a une intention qui est forte derrière, même si le modèle n'est sûrement pas à reproduire aujourd'hui, mais il y a une intuition qui est déjà là, qu'une lecture uniquement chrétienne n'est pas suffisante pour découvrir toute la vérité de l'histoire. Dans le même temps, c'est la tension dans laquelle est prise voilà, sont prises les semaines sociales depuis le début. À la fois, on est persuadé que c'est la religion qui détient la clé des problèmes sociaux. Voilà. En dehors de la religion, nous n'aurons pas. Et dans le même temps, on sent bien qu'il faut aller creuser ailleurs. Et il y a de très beaux textes, d'ailleurs, de Eugène Dutoit, qui essaie de dire comment il faut travailler avec l'analyse sociologique, mais on pose bien les vérités de foi dans un premier temps, l'analyse sociologique, et on essaie de voir, finalement, le décalage entre ce que propose l'Église et la situation actuelle, et comment on peut travailler pour transformer les institutions. Probablement qu'il faudrait le modèle finalement d'articulation entre la foi et la raison, entre le travail théologique et le travail sociologique, voilà, n'est pas abouti. Mais en tout cas, il y a cette intuition assez forte que voilà, il faut rentrer dans un travail d'étude minutieuse des conditions économiques et sociales et de voir comment finalement on peut investir pour transformer la société, pour qu'elle soit plus conforme à ce que l'Église voilà, propose. Un travail aussi qui nous dit qu'il y a une conscience qui naît là, que tout est lié. Je pense qu'il y a quelque chose, une intuition profonde dans la pédagogie des semaines sociales, que la question de la réforme sociale, elle ne va pas sans la question de la réforme religieuse, d'une conversion, donc et que les deux vont ensemble. Donc il y a des intuitions voilà, qui ne sont pas encore abouties, mais qui apparaissent déjà dans la méthode même des semaines sociales. Et ça aussi, c'est un deuxième point qui me semble important dans le travail. Donc, il y a la pédagogie, mais il y a aussi, c'est ce que Denis Pelletier appelle, il dit, les semaines sociales, elles ont été capables de faire un travail de médiation. Ce travail de médiation, voilà, on le voit bien entre voilà, le doctrinal et puis la réalité économique et sociale. Donc, et ce qui fait la médiation, ce qui permet de faire les médiations, ce sont les sciences sociales. Les sciences sociales sont le lieu de cette médiation, et c'est ce qui fait sûrement l'originalité des semaines sociales. Donc il y a toujours un dialogue fort, voulu, original, avec les représentants d'autres disciplines, et ça fait partie, je dirais, des gènes des semaines sociales. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui est étonnant. Moi, c'est ça, c'est de se poser comment se fait-il que dans un contexte de transformation économique, politique et sociale que nous avons vu au XIXe, alors que les gens n'étaient pas équipés spirituellement, théologiquement, intellectuellement, comment se fait-il quand même que des gens ont pu se lancer dans un travail voilà, un peu réflexif? Et dans l'histoire des semaines sociales, quand on regarde ça, ça nous oblige à nous poser la question, mais finalement, quelles sont les ressources, par quoi les gens ont été travaillés pour s'ouvrir à cette conscience du social? Et il y a quelque chose qui revient régulièrement dans cette histoire, c'est le tiers-ordre franciscain. Vos origines sont très marquées par le tiers-ordre franciscain.
C'est un tiers ordre, voilà, pour les laïcs, qui a une longue histoire, hein, qui remonte pratiquement au temps de saint François, et finalement qui au XIXe est un lieu voilà, où les gens se retrouvent en petite fraternité, et puis c'est de la piété que l'on fait. Et pourtant, à partir de cette piété qui se vit, il va se naître des choses assez étonnantes. Bon, le fait que Léon XIII fasse partie du tiers-ordre n'y est peut-être pas pour rien. Et d'ailleurs, quand il arrive au pontificat, il veut faire du tiers-ordre l'instrument privilégié de sa révolution sociale. Et pourquoi j'indique le tiers-ordre? Parce que tous les fondateurs des semaines sociales sont liés au tiers-ordre. Tous. C'est Boissard. Gonin était dans un tiers-ordre, pas celui-là, mais dans un autre. Jésus ouvrier. Eugène Dutoit à Lille était au tiers-ordre franciscain. Tous. Et donc, il y a eu voilà, cette espèce cette volonté de Léon XIII, et qui va être relayée, notamment par Léon Harmel, hein, cette volonté de Léon XIII de changer la règle du tiers-ordre franciscain pour que ce tiers-ordre s'adapte aux exigences de la vie moderne, tout en gardant l'esprit de ses origines. Et donc, on va voir effectivement le tiers-ordre franciscain voilà, se travailler à ça. Il y a un congrès qui se déroule à Paray-le-Monial en 1894. Et c'est un congrès important, en 1894, hein, nous sommes 3 ans après Rerum Novarum, et voici qu'il y a un certain nombre de résolutions qui sont prises dans ce congrès, hein, et d'un mouvement hein, qui est en train de découvrir, de prendre une orientation fondamentalement différente. Voilà, et ce congrès estime qu'il faut désormais s'impliquer dans l'étude de la pratique de la justice et de l'équité pour chaque profession. Il faut rechercher les institutions qui peuvent assurer l'observation des règles de la justice dans le commerce et l'industrie. Il faut chercher les conditions du rétablissement de la justice. Et tout ça, ça prend la place, ça doit prendre sa place, nous dit le Congrès, ça doit prendre sa place à côté des sujets de piété dans les entretiens et la fraternité universelle, les fraternités sacerdotales. Donc on est en train de nous dire voilà, que le travail, que la réflexion sur la question de la justice, elle devient centrale dans un mouvement de piété. Ça ne va pas durer longtemps, il va y avoir un coup de bâton et ils vont devoir revenir au chapelet quelques années après. Mais ce qui est important, pourquoi je cite ça? Parce que 1894, c'est le congrès à Paray-le-Monial et vous avez un jeune homme de 21 ans, Marius Gonin, qui intervient. Marius Gonin, qui invente les semaines sociales avec d'autres 10 ans plus tard. Et ce Marius Gonin, il fait une intervention sur je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est vraiment sur la dimension sociale du tiers-ordre, et il est fasciné, il fait une réécriture finalement de la puissance de transformation de la spiritualité franciscaine. Et je dis simplement l'exemple qui m'a marqué en lisant ce texte-là, c'est de dire, voilà, dans l'histoire des fraternités, quand une fraternité se retrouvait, il était d'habitude de faire une petite aumône pour soutenir le membre de la fraternité. Voilà, si un membre de la fraternité est en difficulté, eh bien, ça permettait d'avoir une petite caisse de solidarité. Mais au fur et à mesure des ans, les fraternités, finalement, ont disposé d'avoirs assez importants. Et avec cette aumône, eh bien, on a pu commencer à pouvoir racheter des gens qui étaient en servitude. Et Marius Gonin refait cette histoire. Il dit, tiens, cette puissance, cette efficacité sociale, c'est le terme qu'il utilise. Il découvre, il dit, tiens, voilà, ce mouvement de la fraternité, il a une efficacité sociale. Une efficacité sociale. Donc le mouvement de piété, dont on découvre qu'il a une efficacité sociale. Vous ne pouvez pas prier sans qu'à un moment donné, ça produise des fruits. Et donc il y a vraiment ce mouvement, hein, cette découverte au XIXe siècle, qu'un mouvement de piété, finalement, voilà, il a une capacité de transformer les structures. Et Marius Gonin estime même que voilà, la fin de l'esclavage s'est inscrit dans cette ligne-là, puisqu'à un moment, on a été capable de racheter les gens qui étaient en servitude. Eh bien, ça annonçait, ça préfigurait la fin de l'esclavage. Donc on pourrait continuer à travailler, il me semble qu'il y a un gros travail, hein. Jean-Marie Mayer a déjà écrit beaucoup d'articles sur cette question de l'histoire du tiers-ordre franciscain. Voilà, il faudrait creuser encore davantage ce lien avec les semaines sociales, mais simplement, vous voyez bien que c'est intéressant de voir qu'il y a un travail de fond. Voilà, ceux qui ont créé les semaines sociales voilà, ont été baignés dans un contexte spirituel, ils ont été façonnés par le travail dans les fraternités, et c'est ce qui leur a ouvert la conscience aux enjeux du social, et qui ont inventé une proposition
de formation itinérante. Je termine. Les semaines sociales ont été définies comme un commentaire de Rerum Novarum. Bon, depuis hier, on a beaucoup cité Laudato Si. Je crois que c'est l'encyclique pour le siècle qui vient. Pourquoi ne pas devenir ce commentaire de Laudato Si? Avec un défi fondamental. C'est vrai que le christianisme social est né dans la période d'invention, de découverte du social, et avec donc d'émergence du social, d'un social qui aujourd'hui est fondamentalement en crise. Fondamentalement en crise, donc il n'y a même plus de confiance du social. Donc c'est comment on va. Le christianisme social est sûrement interpellé à double titre, parce qu'il ne sait pas très bien quoi faire de ce qualificatif social, et à un moment où, dans une société où le social n'est pas vu comme un avenir, au moins au 19e, la sciences sociales, vous avez du socialisme, c'est vu comme un horizon. Aujourd'hui, le social n'est plus vu comme horizon. Et si le christianisme était le défenseur du social? Peut-être qu'il faut garder toute la portée de ce terme social à un moment où le social traverse un moment de crise. Je pense qu'effectivement, c'est un appel à une créativité renouvelée. Le terme a été utilisé hier, une créativité évangélique. Voilà, c'est un terme que les théologiens utilisent beaucoup. Voilà, nous sommes appelés à une période de créativité renouvelée, à une période de crise du social, à une période où nous prenons conscience de la précarité de notre existence, où nous prenons conscience de la fragilité de notre terre, et dans une période où nous faisons aussi l'expérience de la précarité de nos institutions. Nos institutions sont précaires. Nous ne croyons plus aux politiques, nous ne savons plus comment prendre des décisions, nous ne savons plus comment engager l'avenir. Nos institutions sont précaires. Ce sont des choses que le pape François dit dans Laudato Si. Et sûrement qu'un des forces des semaines sociales, ce serait peut-être dans la perspective de Laudato Si. Hier, Dominique citait la joie de l'Évangile. Je crois que l'image que nous propose le pape François sur le polyèdre est fondamentale. Vous savez, on a souvent pensé à partir du centre et puis du reste. Le pape François nous dit non, pensez le monde autrement, à travers du polyèdre. J'y pense quand les gens, c'est compliqué un polyèdre. Alors vous pensez à un ballon de football avec ça, puis il y a des arêtes, puis il y a des points. Et tout est important pour que ça se structure. Et le pape François nous dit, eh bien, voilà, l'action pastorale et l'action politique doit recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun, au lieu d'avoir quelque chose qui viendrait du centre et qui descend, une perspective très descendante. Voilà, d'être dans une perspective où il faut recueillir le meilleur de toutes les initiatives. Voilà, tout est important. Il n'y a rien d'anodin. Même les choses qui peuvent sembler erronées, il le dit. Et dans ce polyèdre, bien passent les choses qui peuvent être petites, anodines, mais qui ont peut-être d'importance parce que c'est un monde futur qui germe là-dedans. Et en commençant par les pauvres. Donc voici quelques indications que l'on peut trouver dans la Laudato Si. Et avec ce travail que nous avons entamé, travail d'écoute, le travail d'écoute, un travail d'écoute de ce monde pour entendre le cri des pauvres, ce que les fondateurs des semaines sociales ont su faire, comme ils ont su inventer une pédagogie et ont su jouer un rôle de médiateur entre les sciences sociales et la compréhension chrétienne de la réalité. Et je crois que dans Laudato Si, le pape François invite à promouvoir un tel dialogue avec diverses rationalités et des approches différentes. Et il me semble que là, c'est une piste de travail pour les semaines sociales. Je vous remercie.